En 1917, presque toutes les armées du monde se trompent sur l'avenir des chars. En effet, elles construisent des monstres d'acier énormes, impressionnants, mais déjà dépassés. Pendant ce temps, un petit blindé français de 7 tonnes impose une idée radicalement différente. Tourelle rotative, moteur à l'arrière, 2 hommes d'équipage, une architecture si efficace qu'elle deviendra la norme mondiale pendant plus d'un siècle. Ce char, c'est le Renault FT, et il va rendre tous les autres géants de fer totalement obsolètes. Mais pour comprendre pourquoi cette petite machine va survivre à tous les géants, il faut revenir au moment où la guerre s'est figée, soit à l'été 1914. Avant cette date, les grandes puissances européennes ne s'attendent pas à une guerre longue. Les états-majors imaginent un conflit rapide, rythmé par quelques grandes batailles décisives. Les doctrines militaires, héritées du XIXe siècle, reposent encore sur l'idée de mouvement, d'élan offensif, de percée brutale, capable de désorganiser l'adversaire en quelques semaines. Mais cette vision repose sur une hypothèse fragile, celle que la puissance de feu ne dominera pas entièrement le champ de bataille. Or, dès les premiers mois, la réalité s'impose. Les mitrailleuses fauchent les vagues d'assaut, l'artillerie, désormais capable de tirer loin et en grande quantité, bouleverse le terrain. Les offensives frontales deviennent extrêmement coûteuses pour des gains très limités. Pour survivre, les soldats creusent, d'abord par réflexe, puis de manière organisée. Les tranchées s'étendent, se renforcent et se multiplient. Chaque mètre gagné doit être consolidé, protégé par des barbelés et couvert par des mitrailleuses. Peu à peu, la guerre de mouvement se transforme en guerre de position. Or, une guerre qui ne bouge plus devient une guerre d'usure. Et une guerre d'usure devient une guerre industrielle. Lorsque la percée rapide est impossible, la victoire dépend alors de la capacité à tenir plus longtemps que l'adversaire, à produire plus d'armes, plus d'obus, mais aussi plus d'équipements. Pour la France, cette dimension industrielle pose rapidement problème. Dès 1914, le nord et l'est du pays sont occupés par l'armée allemande. Or, ces régions concentrent avant-guerre une part importante de la production de charbon, de fonte et d'acier. En d'autres termes, la France perd une partie essentielle de son outil industriel au moment précis où la consommation de munitions explose. Produire des obus, réparer du matériel, équiper les troupes devient plus complexe. Il faut réorganiser les usines, déplacer certaines productions et compenser les pertes. La logistique prend une importance nouvelle. La guerre ne se gagne plus seulement sur la ligne de front, mais aussi dans les ateliers et sur les réseaux ferroviaires. Dans ce contexte, une question s'impose progressivement. Comment sortir de l'immobilité des tranchées ? L'infanterie seule ne peut plus avancer sans subir des pertes massives. Les offensives à répétition épuisent les hommes sans modifier durablement la situation. Il faut donc imaginer un outil capable de traverser les barbelés, de franchir les tranchées, mais aussi de protéger les soldats sous le feu. C'est ainsi que l'idée d'une machine blindée capable de redonner du mouvement à une guerre figée commence à prendre forme. Les premiers chars. La première réponse au blocage du front prend la forme de chars lourds. À ce moment-là, le raisonnement semble évident. Si l'infanterie ne peut plus avancer à cause des barbelés, des tranchées ou bien encore des mitrailleuses, alors il faut une machine capable de franchir les obstacles et de résister au feu. On conçoit donc des engins massifs, blindés, armés de canons, censés ouvrir la voie. Le Schneider CA1 est engagé en 1917 dans cet esprit. Sur le papier, il doit accompagner l'assaut et détruire les positions ennemies. Mais dès les premiers combats, ses limites apparaissent. Il est lent, difficile à manœuvrer et son blindage ne le protège pas efficacement contre l'artillerie. Surtout, il se heurte à un problème plus profond, le terrain. En effet, le champ de bataille n'est plus une surface stable. Il est désormais creusé par les obus, traversé de tranchées et couvert de boue. Pour franchir une tranchée, un char doit en effet garder ses chenilles bien en appui sur le sol. Or, lorsqu'un véhicule est trop long, il peut se retrouver suspendu au-dessus du vide, un peu comme une planche posée en travers d'un fossé. Dans cette position, les chenilles perdent leur traction. Le moteur tourne, mais le char ne progresse plus. Il reste alors bloqué et sur un terrain battu par l'artillerie, un engin immobilisé devient rapidement une cible.
Le Saint-Chamond rencontre des difficultés comparables. Son canon de 75 mm lui donne une puissance de feu importante, mais son châssis, très long, complique les franchissements. Plus le char est lourd, plus il s'enfonce dans un sol déjà bouleversé. Et plus il est long, plus il risque de se retrouver coincé au-dessus d'un obstacle. La masse, censée apporter de la puissance, finit au contraire par réduire la mobilité. À cela s'ajoute un problème de coordination. Les chars ne progressent pas toujours au même rythme que l'infanterie. Parfois, ils avancent trop loin et se retrouvent isolés. Parfois, ils ralentissent et cassent l'élan de l'assaut. Dans les deux cas, leur efficacité diminue. En septembre 1916, lors de la bataille de la Somme, les Britanniques engagent leurs premiers chars en nombre significatif. L'effet de surprise est réel et les soldats allemands sont déstabilisés. Mais sur le plan mécanique, les pannes sont fréquentes et de nombreux engins s'immobilisent avant même d'atteindre leur objectif. L'arme existe donc, elle impressionne, certes, mais elle ne parvient pas encore à rétablir le mouvement sur un front figé. Peu à peu, un constat s'impose. Le char n'est pas une impasse, mais il est mal pensé. On cherche à résoudre la guerre des tranchées avec des machines toujours plus grandes, alors que le terrain exige l'inverse. Ce dont le front a besoin, ce n'est pas seulement de puissance, mais d'un équilibre entre protection et mobilité. La question change alors de nature. Il ne s'agit plus de construire le char le plus imposant, mais celui qui pourra réellement fonctionner dans un paysage totalement détruit. Le fantassin blindé. Face aux limites des chars lourds, certains officiers commencent à réfléchir autrement. Parmi eux se trouve le colonel Jean Étienne. Officier d'artillerie, il observe attentivement les combats et tire une conclusion simple. Le problème n'est pas le principe du char, le problème en fait vient de la manière dont on l'a imaginé. En effet, les premiers blindés ont été conçus comme des machines capables d'écraser les défenses ennemies par la puissance. Or, sur le terrain, ce n'est pas la puissance brute qui manque. Ce qui manque en fait, c'est la capacité à avancer sans être immédiatement stoppé par les mitrailleuses. L'infanterie n'est pas incapable d'attaquer, elle est vulnérable. Dès qu'elle sort des tranchées, elle se retrouve exposée au feu croisé des armes automatiques. La progression s'arrête parce que les soldats ne peuvent pas traverser les zones battues sans perte massive. Pour Étienne, la question doit être reformulée. Il ne s'agit pas de construire une forteresse roulante destinée à percer tout le front. Il faut en fait créer un engin capable d'accompagner l'infanterie, de neutraliser les nids de mitrailleuses et de progresser à son rythme. Autrement dit, il faut un fantassin blindé. Cette idée change profondément la logique de conception. Si le char doit suivre l'infanterie, alors il doit être plus léger. S'il doit être produit en grand nombre, alors il doit être plus simple. Et enfin, s'il doit manœuvrer sur un terrain détruit, il doit être équilibré et stable. Dès décembre 1915, Étienne propose à l'industriel Louis Renault de développer un char léger à chenilles. Renault refuse d'abord. En effet, ces usines sont déjà mobilisées pour l'effort de guerre et il ne possède pas d'expérience dans la fabrication de véhicules chenillés. Mais les échecs répétés des chars lourds finissent par convaincre qu'une autre approche est nécessaire. Renault accepte alors de travailler sur un projet différent. Le poids devient une contrainte centrale. Les moteurs disponibles ne permettent pas de déplacer efficacement un engin trop massif. Le futur char ne dépassera donc pas environ 7 tonnes. Une autre difficulté apparaît rapidement. Un seul homme ne peut pas conduire, observer le terrain, viser et tirer en même temps. Pour être réellement efficace, le véhicule devra être biplace. Un conducteur à l'avant, un chef de char derrière lui, chargé de l'observation et du tir. La disposition interne est pensée de manière rationnelle. Le poste de conduite est placé à l'avant pour améliorer la visibilité. La tourelle, elle, est installée au centre, ce qui permet un tir circulaire. Enfin, le moteur est positionné à l'arrière afin d'équilibrer la masse et de séparer l'équipage des éléments mécaniques. Cette organisation n'a rien de spectaculaire, elle répond simplement aux contraintes du terrain et de la production. Le futur Renault FT n'est pas conçu comme une arme miracle, il est pensé comme un outil adapté à une guerre industrielle, suffisamment protégé pour avancer, suffisamment léger pour manœuvrer et suffisamment simple pour être produit en série. Avec lui, la question n'est plus de savoir comment percer brutalement le front,
mais plutôt comment progresser méthodiquement sous protection dans un paysage détruit par l'artillerie. Le tournant stratégique. Même si le projet du char léger progresse, l'état-major reste prudent. Au début de l'année 1917, beaucoup d'officiers considèrent encore le char comme un outil complémentaire et non comme un élément central de la stratégie. Le général Nivelle, alors commandant en chef, mise surtout sur l'artillerie pour obtenir la percée décisive qu'il promet. Son plan repose sur une idée classique, à savoir un bombardement massif doit briser les lignes allemandes, puis l'infanterie exploitera la brèche. Mais au printemps 1917, l'offensive du chemin des dames tourne à l'échec. Les pertes sont très lourdes et les gains territoriaux limités. Surtout, le moral des troupes est profondément atteint. Les mutineries qui éclatent ensuite ne traduisent pas un refus de se battre. Elles expriment surtout un rejet des offensives jugées inutiles et trop coûteuses. Ce moment marque un véritable tournant. Nivelle est finalement remplacé par Philippe Pétain, qui, contrairement à son prédécesseur, ne promet pas de victoire spectaculaire à court terme. En effet, il cherche d'abord à stabiliser le front et à préserver les effectifs. Il comprend que la guerre sera longue et que l'armée doit tenir jusqu'à ce que le rapport de force évolue, notamment avec l'arrivée des troupes américaines. Dans ce nouveau cadre stratégique, le rôle du char change. Il ne s'agit plus d'un instrument destiné à provoquer une percée spectaculaire, il devient un moyen de réduire les pertes et d'améliorer l'efficacité des attaques limitées. Le char léger, plus mobile et plus simple à produire, correspond mieux à cette logique. Plutôt que de miser sur quelques engins lourds et impressionnants, on choisit d'investir dans un modèle capable d'être fabriqué en grand nombre et engagé régulièrement aux côtés de l'infanterie. Pétain soutient alors le développement du Renault FT et valide l'idée d'une montée en puissance industrielle. L'objectif n'est pas seulement technique, il est également stratégique. Produire plusieurs milliers de chars légers permet en effet d'intégrer progressivement l'arme blindée dans les opérations, et ce sans dépendre d'une hypothétique percée unique. À partir de ce moment, le Renault FT cesse d'être un simple projet expérimental. Il devient un élément d'une stratégie d'ensemble fondée sur la durée, la production et l'adaptation au terrain. La logique militaire a changé depuis 1914. Il ne s'agit plus de gagner vite, il s'agit de tenir, d'équiper, puis d'avancer progressivement. Dans cette guerre devenue industrielle, le char léger trouve enfin sa place. Produire des chars. Décider de produire massivement le Renault FT ne signifie pas que tous les problèmes sont réglés. Cela signifie simplement qu'ils changent de nature. Jusqu'ici, la difficulté était surtout tactique. Comment concevoir un char adapté au terrain des tranchées? À partir de 1917, la question devient plutôt industrielle. En l'occurrence, comment en fabriquer des milliers dans un pays déjà affaibli par la guerre? Louis Renault aborde donc ce défi avec une logique d'industriel. Plutôt que de produire quelques machines complexes et coûteuses, il cherche à standardiser les pièces, à simplifier l'assemblage et à organiser la production en série. L'objectif n'est pas de construire un char parfait, mais un char suffisamment fiable pour être fabriqué en grand nombre. Cette approche est nouvelle pour l'armée française. Jusque-là, une partie de l'armement est produite en petite série, avec de nombreuses variantes. Cela complique la maintenance et ralentit les réparations. Renault, au contraire, veut des pièces interchangeables et des chaînes de montage organisées de manière continue. Mais cette ambition se heurte à la réalité de la France en guerre. Le pays manque en effet de matières premières. Comme on l'a dit, l'acier et le charbon sont rares et une partie de la main-d'œuvre qualifiée est mobilisée au front. Dans les usines, il faut former rapidement de nouveaux ouvriers, des femmes, des travailleurs plus âgés ou venus des colonies remplacent progressivement les hommes partis combattre. La production doit continuer malgré ces contraintes. Certaines pièces sont donc fabriquées avec des matériaux de substitution lorsque le métal manque. Par exemple, la grande poulie de renvoi, située à l'avant du char, est parfois réalisée en bois. Ce n'est pas un choix technique idéal, mais une solution pragmatique face aux pénuries. Pour accélérer la production, Renault ne travaille pas seul. D'autres industriels français comme Berliet, Saumua ou Delaunay-Belleville
participent à l'assemblage. Cette multiplication des sites permet d'augmenter les volumes, mais elle rend aussi la coordination plus complexe. Toutes les pièces ne sont pas toujours parfaitement identiques, ce qui complique parfois les réparations sur le terrain. Mais malgré ces difficultés, la cadence augmente progressivement. Le Renault FT existe en deux versions principales. L'une est équipée d'un canon de 37 mm destiné à neutraliser les nids de mitrailleuses et les positions fortifiées légères. L'autre est armée d'une mitrailleuse de 8 mm pour couvrir l'infanterie et balayer les tranchées. Ces versions ne sont pas conçues pour agir seules. Leur efficacité repose sur leur nombre et sur leur complémentarité. Dans cette logique, le char cesse d'être une arme exceptionnelle. Il devient un élément intégré à la production de guerre, presque inconsommable. Un engin perdu doit pouvoir être remplacé rapidement. La guerre moderne ne repose plus uniquement sur la bravoure ou sur l'innovation technique. Elle dépend désormais de la capacité à produire en continu. Dans un Renault FT, pour comprendre ce que représente réellement le Renault FT, il faut entrer à l'intérieur. De l'extérieur, le char paraît compact et presque simple, mais une fois la trappe refermée, l'espace devient étroit. Comme on l'a dit, l'équipage est composé de 2 hommes. À l'avant se trouve le conducteur, derrière lui, légèrement en hauteur, le chef de char, qui est aussi tireur et chargeur. L'environnement est difficile. Le moteur installé à l'arrière dégage une chaleur constante. Le bruit est permanent et assourdissant. Et de plus, il n'existe aucun système de communication interne. Pour transmettre ses ordres, le chef de char utilise des gestes simples. Par exemple, il appuie son genou contre le dos du conducteur pour indiquer une direction, ou bien il tape encore sur son casque pour signaler un arrêt. Ce langage improvisé devient une routine. La visibilité est également limitée. Le conducteur observe le terrain à travers une fente étroite. Le chef de char dispose, lui, de quelques ouvertures, mais sa perception reste fragmentaire. Dans la fumée, la poussière et les éclats d'obus, les décisions doivent être rapides, souvent avec des informations incomplètes. Pourtant, malgré ces conditions difficiles, le Renault FT possède un avantage déterminant, à savoir sa mobilité relative. Son poids réduit lui permet en effet de franchir des obstacles que les chars lourds peinent à traverser. Ainsi, il peut passer certaines tranchées, grimper des pentes et manœuvrer plus facilement sur un terrain bouleversé. Sa petite taille le rend également moins visible qu'un engin massif. À l'arrière, une structure métallique appelée queue aide à stabiliser le véhicule lors du franchissement des tranchées. Elle empêche le char de basculer en arrière lorsque l'avant descend dans un fossé. Chaque élément du véhicule répond à une contrainte précise du champ de bataille. Le Renault FT n'est pas conçu pour agir seul, ni pour percer profondément les lignes ennemies. Son rôle est plus limité, mais aussi plus réaliste, à savoir accompagner l'infanterie, neutraliser les mitrailleuses et progresser avec les soldats. En avançant ainsi, il perturbe les positions défensives, les mitrailleurs allemands doivent se déplacer, ajuster leurs tirs et même parfois abandonner leurs emplacements fixes. Cette désorganisation, même temporaire, peut suffire à ouvrir une brèche. Au final, le char ne remplace pas l'infanterie, cependant, il la protège et facilite sa progression. Une victoire imparfaite. En 1918, le rythme de la guerre évolue progressivement. L'arrivée massive des troupes américaines modifie l'équilibre des forces. Les effectifs alliés augmentent, mais ces soldats doivent être équipés, formés et intégrés dans une organisation déjà complexe. Dans ce contexte, la production industrielle devient décisive. La France, malgré les pertes de 1914 et les difficultés matérielles, parvient à augmenter progressivement la fabrication des Renault FT. Chaque mois, de nouveaux chars rejoignent le front. Cette montée en puissance ne transforme pas immédiatement la guerre, car en étant engagé en nombre croissant, il rend les attaques plus soutenues et plus régulières. Lorsqu'un char est détruit, un autre peut prendre sa place. Le Renault FT accompagne les unités, soutient la progression et contribue à désorganiser les défenses allemandes. Son impact n'est pas spectaculaire au sens d'une percée unique et décisive. Il est progressif et il s'inscrit dans une dynamique d'usure où chaque amélioration tactique compte. C'est dans ce contexte qu'il reçoit le surnom de char de la victoire.
Ce surnom ne signifie pas qu'il aurait gagné la guerre à lui seul, il reflète plutôt son rôle dans la phase finale du conflit, à savoir un engin disponible, mobile et intégré dans une stratégie d'ensemble. La victoire de 1918 est donc le résultat de nombreux facteurs, l'épuisement allemand, mais également l'arrivée des Américains et l'adaptation des doctrines. Le Renault FT fait partie de cet ensemble, il n'est donc pas une arme miracle, il est simplement un outil efficace au moment même où la guerre devient pleinement industrielle et coordonnée. Les limites du Renault FT. Malgré son succès, le Renault FT reste un engin imparfait. Sa vitesse est en effet limitée. Sur route, il dépasse rarement 8 km/h. En terrain accidenté, il avance souvent encore plus lentement. Cela signifie qu'il peut accompagner l'infanterie, mais difficilement mener une manœuvre rapide ou bien exploiter une percée en profondeur. Son moteur, relativement modeste, a été choisi pour des raisons de fiabilité et de disponibilité. Les tentatives d'augmentation de puissance entraînent rapidement des surchauffes et des pannes. Le char a donc été conçu dans un compromis permanent entre performance et robustesse. Autre limite importante, celle de l'absence de radio. Chaque Renault FT agit essentiellement à vue, en lien direct avec l'infanterie proche, mais sans véritable coordination à distance. Les ordres doivent être transmis par signaux visuels ou par estafette, ce qui ralentit les réactions. Cette contrainte empêche toute manœuvre blindée complexe à grande échelle. Le char reste intégré à l'action immédiate, mais il ne peut pas à lui seul conduire une opération autonome. On l'a vu, l'espace intérieur est également très restreint. Le chef de char doit à la fois observer, viser, tirer et charger. Cette concentration de tâches fatigue rapidement l'équipage et limite l'efficacité sur la durée. Enfin, si le Renault FT représente une avancée majeure en 1917, il ne peut pas évoluer indéfiniment. Les progrès technologiques de l'entre-deux-guerres, notamment en matière de motorisation et de blindage, rendent progressivement ses performances insuffisantes. Cependant, après l'armistice de 1918, le Renault FT ne disparaît pas immédiatement. Au contraire, il continue à circuler bien au-delà du front français. Plusieurs pays l'achètent ou en obtiennent des exemplaires. C'est le cas par exemple des États-Unis qui l'utilisent comme base pour développer leurs propres chars légers. L'Italie, la Pologne, la Finlande ou encore le Japon l'intègrent dans leurs forces blindées. L'Union soviétique s'en inspire également pour concevoir ses premiers modèles. Également, au cours des années 1920 et 1930, de nombreux chars adoptent la configuration du char Renault. Les blindés évoluent certes en taille, en puissance, en blindage, mais leur structure interne reprend largement le principe mis en place par le Renault FT. Le char lui-même continue à être utilisé dans plusieurs conflits secondaires de l'entre-deux-guerres. On le retrouve ainsi en Europe de l'Est, en Espagne et même en Extrême-Orient. Sa valeur n'est plus technologique, elle est historique. Le Renault FT n'a donc pas gagné la Première Guerre mondiale à lui seul, il n'a pas non plus dominé les conflits suivants. En revanche, il a considérablement changé la manière de la faire et a fixé une manière de concevoir le char, posant les bases d'un modèle qui s'imposera encore durablement au XXe siècle. Et en parlant de modèles qui s'exportent, voilà une dernière anecdote avant de se quitter. Saviez-vous qu'en mars 1945, en Indochine française, un Renault FT affronte encore des troupes japonaises, soit 28 ans après sa conception. Le char est certes dépassé, mais sa forme, elle, ne l'est pas. La disposition du poste de conduite à l'avant, de la tourelle au centre et du moteur à l'arrière est en effet devenue la norme. Non pas parce qu'elle est parfaite, mais parce qu'elle est tout simplement fonctionnelle.